La revue de presse, Yaoundé-Douala, c'est dans un instant. D'ailleurs, je m'en vais m'installer puisque on va retrouver dans un court instant depuis Yaoundé en direct, Saint-Pierre Essonneau et Michael Tipko prendra le relais pour la revue de presse. Pour cet exercice de ce jeudi 18 avril, eh ben, il faut le dire, nous aurons le pouvoir de retrouver M. Patrick Christian Dombo derrière pour la une au-delà de nos frontières. Mais tout de suite, on met le cap sur Yaoundé avec les honneurs de M. Il est prêt? Essonneau. Bonjour Patricia, Aimé Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Quand le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune consacre sa une principale aux questions économiques et financières, cela donne ceci, que le Cameroun et les Nations Unies sont en convergence de vues à propos justement de l'économie numérique, la nouvelle économie. C'est pour les besoins de la cause que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a eu hier un entretien avec la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour ce qui est du continent africain. Vera Sengwe, c'est son nom, en visite officielle au Cameroun, a donc échangé avec Joseph Dione Ngouté, le Premier ministre chef du gouvernement camerounais. Celui-ci, justement, à propos de leur rencontre, avait donc trait à cette question économique, à savoir l'économie numérique que le Cameroun doit justement intérioriser et développer davantage. Question d'y trouver des emplois et aussi permettre à ce que le développement soit collectif et que le Cameroun s'arrime à l'économie mondiale. Cameroun Business est une excroissance de la SOPECA, est également en kiosque ce jour. Cameroun Business, CV offensif sur ce qui est désormais convenu d'appeler le débat d'antan qui était tabou, mais qui est de plus en plus sur la table des Africains, notamment pour ceux qui font partie de la zone franc CFA. Le débat qui tourne et tourne encore sur le CFA. Il figure aussi parmi les sujets qui préoccupent notamment le JICAM. Hier, renseigne le journal, s'est tenu à Douala, la capitale économique du Cameroun, un échange sur les perspectives CEMAC, si elle doit essuyer ou alors si elle doit avancer et penser à une espèce d'émergence avec donc le franc CFA pour ce qui est justement de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Le financier d'Afrique est également en kiosque. Il répond présent, oui, il répond présent avec un éventail un peu plus important que le précédent journal. L'éventail étant ici l'Afrique à propos du marché interafricain. Il s'attelle donc à ce sujet en indiquant qu'au milieu du continent africain, il y a le Congo et le Tchad qui sont deux pays voisins au Cameroun en matière économique, en termes d'espace économique. Eh bien, que ces deux pays-là ont donc fait honneur à la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Cela en ratifiant justement l'accord du commerce intra-africain, ce qui porte d'ailleurs, renseigne le journal, à 22 le nombre de pays signataires de cet accord intra-africain en matière de commerce. Venons-en au quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemot de la rue de l'aéroport, qui ce matin chuchote un peu dans l'oreille du président camerounais Paul Biya, d'où la une selon laquelle le Parlement européen, à son tour, après les autres institutions et autres États, entre guillemets, eh bien, c'est donc au tour du Parlement européen d'insister sur Yaoundé en lui mettant la pression en vue justement d'une éventuelle libération du professeur Maurice Kamto, du nom du président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais en une principale du quotidien Mutation ce matin, c'est encore lui qui chuchote dans l'oreille du président camerounais Paul Biya. Mutation dit que le chef de l'État camerounais n'aime pas le tribalisme. Analyse faite justement de ce qu'il appelle ces petits mots, les petits mots de Paul Biya qui vont dans le sens de l'union, de l'unité. Paul Biya n'aime pas le tribalisme. En kiosque aussi, le jour du jour, c'est le quotidien bleu. C'est le journal d'Aman Mana qui nous apprend à propos de Maurice Kamto que la pression internationale va crescendo. Elle augmente au fur et à mesure que les jours passent, que les mois passent, depuis que Maurice Kamto a été arrêté et donc mis en prison par le système judiciaire camerounais, que donc la pression internationale va crescendo, mais davantage sur ce qui est de la crise anglophone, du nom de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse depuis bientôt 3 ans maintenant. En parlant de ce sujet, il est allé recenser, lui, le jour du jour, les réactions et il compte ainsi
compiler à la fois la réaction de certains États, mais également des organisations internationales qui appellent donc au dialogue dans l'espace et dans le temps qui lui sied le mieux pour parler justement de cette communauté internationale, et cela semble donc idoine à leurs yeux. Et puis, sachons avec le jour du jour que les Lions indomptables du Cameroun ont désormais un nouvel équipementier. Eh bien, le nouvel équipementier, c'est le corps sportif français, après justement que Puma ait désisté. Désormais donc, les Lions sont portés ainsi pour ce qui est de l'équipement par le corps sportif camerounais. Sachons plus loin, pour ce qui est de la politique intérieure du Cameroun, que l'Union européenne a dressé, on en parlait tout à l'heure, un mauvais rapport sur le Cameroun. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, mais il est très repris, ce rapport-là, par le quotidien Émergence, également en kiosque ce jour, et le journal qui renseigne que, à la lecture du rapport qui a été justement dressé par l'Union européenne, eh bien, il s'agit d'une manière ou d'une autre de crucifier le régime de Yaoundé. Et le rapport en question circule depuis le 16 avril dernier. Son intégralité est à lire en termes de décryptage également dans le quotidien Émergence de ce jour. L'action est en kiosque, l'action étant le journal du comité central du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'action de ce jour, de lui justement, on apprend que le secrétaire général de son comité central, Jean Kouété, s'en va réduire. Oui, ce sont les termes qui sont utilisés ce matin par le journal L'Action. Le RDPC s'en va donc réduire l'opposition à sa plus simple expression, cela par la campagne sur le terrain, et le journal qui suit depuis de longues dates justement les descentes sur le terrain du secrétaire général Jean Kouété. On l'a vu à Bafia, on l'a vu à Ezeka, Makenene et partout. Question, dit le journal, de ratisser l'âge et d'en arriver finalement à réduire l'opposition camerounaise à sa plus simple expression. Jean Kouété l'a dit à plusieurs reprises pour ce qui est justement de ses descentes sur le terrain. Il est aussi question du terrain à Bangam. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun et précisément au CETIC de cette localité Bangam, et qui a donc reçu à son tour un don en salle de classe, oui, des salles de classe, de la part justement, renseigne le journal L'Action, de la part du député suppléant Bernard Fongan, qui a donc fait don en termes de salles de classe à cette localité pour ce qui est du CETIC de Bangam. Il a ainsi été porté en triomphe ainsi porté à l'image du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, qui était lui aussi à Miam. Sa presse édition de ce jour en fait large écho, question de signaler justement l'arrivée sur cette localité, dans cette localité, du tout nouveau Premier ministre camerounais, Joseph John Ngouté, car il a fait corps, lui, avec ses aïeux. Le quotidien annonce justement, pour parler des activités politiques du Premier ministre chef du gouvernement, le quotidien, dans sa livraison de ce jour, annonce justement le Premier ministre chef du gouvernement, c'est 18 avril 2019, du côté du Mungo, et précisément en Konsamba, la belle cité en Konsamba, qui accueille ainsi le Premier ministre dans le cadre du festival local. C'est là d'ailleurs en vertu de la promotion et de la culture, et aussi du développement économique local et même national. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est en kiosque comme le jour et Émergence. Il y a un moment, eh bien, The Guardian Post, édition de ce jeudi, insiste sur cette attention un peu plus particulière qui est désormais accordée au Cameroun à partir des Nations Unies, qui suivent donc au près ce qui se déroule dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais pour parler de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Mais à l'inverse, estime Hot News, eh bien, Hot News est aussi en kiosque. Le journal estime que le Cameroun a aussi les yeux, mais alors les yeux ouverts sur la communauté internationale. C'est le cas de le signaler. Eh bien, le président camerounais Paul Biya a aussi exprimé sa compassion à la France après l'incendie qui s'est donc emparé de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On s'en souvient en début de semaine. C'est donc une information que rapporte le journal ce matin, qui est donc allé découvrir quelle a été l'expression présidentielle gabonaise après ce drame. Et en matière de santé, notre santé est mieux placée pour parler justement des questions de santé et sanitaire. Il achève à l'instant même, lu le journal, un séjour dans le bunker du ministère de la Santé publique, le bunker de Manaouda Malachi. C'est le journal qui le dit. Eh bien, il a vu après un bref séjour, il a donc vu et entendu 100 jours après
que le tout nouveau Premier ministre, que dis-je, le tout nouveau ministre camerounais en charge de la santé publique s'éloigne davantage de ses collaborateurs, en dressant d'ailleurs les murs, oui, des murs qui le séparent de ses collaborateurs. Le quotidien L'Épervier, c'est le journal de Léopold Clovis Nudjo, en kiosque ce jour. Il n'en est pas là, il signale au contraire, je souligne le concept contraire, il signale au contraire qu'il y a des bons points à mettre à l'actif de Manaouda Malachi, du nom du ministre camerounais en charge de la santé publique, 100 jours après occupation de son nouveau fauteuil ministériel. De bons points aussi au ministre camerounais en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Lui, il s'appelle Mounouna Futsu, qui fait donc la principale une du quotidien L'Épervier ce matin. Il veut d'ailleurs une meilleure valorisation de ce qu'il est convenu d'appeler des symboles et emblèmes nationaux. Il en est ainsi du drapeau de la République, le vert ou jaune avec cette étoile-là. Eh bien, il s'agit d'en faire une meilleure promotion. Il s'agit justement d'inculquer davantage des valeurs civiques à la communauté nationale. La campagne, dans ce sens, rappelle encore le quotidien L'Épervier, court depuis le 17 avril dernier et elle ne va pas s'achever de sitôt. Et puis, l'époque est si lointaine, mais certaine, celle pendant laquelle les gens d'ailleurs se sont assis pour partager le continent africain tel un gâteau. Eh bien, le gâteau ainsi sacré et qui avait été vu et senti comme étant très sucré, étant justement l'ensemble des biens du sol et du sous-sol africain. Et en photo ce matin, vous le voyez à la grande une du journal Afrique Performance, qui a donc préféré traiter de cette question historico-financière. Il y a donc Jacques Chirac et Thomas Sankara qui n'ont eu d'accord que de désaccords sur cette affaire de partage du continent africain. C'est donc à lire ce matin dans Afrique Performance, qui fait partie des journaux auxquels nous avons fait allusion dans le cadre de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. On prend rendez-vous pour demain éventuellement et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui reparle des crises au Cameroun, crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, crise sociopolitique également, et cette sortie de l'Union européenne qui menace le Cameroun. Les députés des 27 pays interpellent l'Union africaine afin de convaincre le président de la République du Cameroun à prendre des dispositions pour empêcher la déflagration sociale qui guette le pays depuis un moment. Le Parlement européen, justement, dans une récente résolution, demande aux autorités de libérer immédiatement Maurice Kamto et d'autres manifestants pacifiques. Il demande aussi au gouvernement d'organiser de toute urgence un dialogue inclusif en vue d'une solution pacifique et durable à la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Un appel aussi à un examen ou alors un réexamen consensuel du système électoral au Cameroun, recommandé comme réforme justement par l'Union européenne, et le journal La Nouvelle Expression qui publie quelques extraits de cette sortie de l'Union européenne dans ses colonnes de ce jour. Et puis, en oreillette gauche du même journal, La Nouvelle Expression parle des fonctionnaires fictifs au Cameroun de plus en plus nombreux, et le Social Democratic Front, le parti de Nidjon Fundi, qui exige des clarifications au sujet de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Le parti de Fundi demande justement de rendre publique la liste de ces fonctionnaires fictifs, leur matricule, les montants détournés, la période concernée. C'est donc dans une sortie à lire dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et le quotidien Le Messager est également paru ce jour. Le Messager qui a son pied de une nous parle de tribunal et du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi le MRC a été débouté au tribunal du Fundi hier? On est avec le quotidien Le Messager. Le recours du MRC demandant justement au juge d'invalider les décisions du ministre de l'administration territoriale d'interdire les marches de ce parti politique à travers le Cameroun. Ce recours a donc été rejeté hier au tribunal du Fundi à Yaoundé. Justement, et après ce rejet justement des recours, le journal revient aussi sur cette autre affaire qui devait se tenir hier au tribunal de Bafoussam, dans un tribunal à Bafoussam, de la MIFI précisément. Cette affaire qui a donc été renvoyée, affaire MRC contre le ministre de l'administration territoriale. La grande une du quotidien Le Messager, comme vous pouvez le voir, nous parle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les séparatistes qui sèment la terreur à Woum, le domicile du défunt président de la section
RDPC a été incendié 4 jours seulement après sa mort. Des hommes armés qu'on identifie comme des séparatistes ont mis le feu à la villa du défunt. Des images effroyables et un commentaire qui revient justement sur les circonstances de cet incendie à lire et à regarder dans le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, et qui nous parle aussi des questions de football et des Lions indomptables du Cameroun. Puma parti, le coq sportif chante désormais au Cameroun. La Fédération camerounaise de football vient de signer un contrat avec l'équipementier français après 20 ans de mariage entre la FECAFOOT et Puma. Le français ouvre donc une nouvelle page de l'histoire de la sélection nationale fanion. La nouvelle est donc tombée hier, mercredi. Ce sera donc le coq sportif comme nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Le journal Ouest Echo est également en kiosque aujourd'hui. Ouest Echo qui nous parle de politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la stratégie des oppositions que le journal appelle des oppositions villageoises. Et le journal nous démontre ce jour comment Maître Momo se nourrit de la haine de Kamto pour exister politiquement. C'est grâce au MRC écrit Ouest Echo que Jean de Dieu Momo tire son inspiration et sa substance politique. Ce fait a été à nouveau illustré lors du meeting du leader du PADEC à Douala le 13 avril dernier. En d'autres termes, le ministre Jean de Dieu Momo est devenu un parasite du mouvement pour la renaissance du Cameroun monté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Évocation donc à lire dans les colonnes du journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui, qui revient sur la sortie de Fon Victor Mokete au Sénat il y a quelques jours et des réactions qui sont intervenues après cette sortie de Fon Victor Mokete au Nangui. Elimbilobe, Grégoire Mbamba, Philippe Nanga et bien d'autres réagissent justement à cette sortie de Victor Mokete, c'est-à-dire dans le journal Ouest Echo en kiosque aujourd'hui. On termine avec Afrique Info qui nous parle de politique aussi, avec l'Union des populations du Cameroun et cette autre sortie du ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours, c'était le 14 avril dernier précisément. Le journal en profite pour parler de coup de tonnerre et de la chute d'un imposteur et le retour à la légalité au sein de l'Union des populations du Cameroun. Le rétro-pédalage spectaculaire du ministre Paul Atangandji qui laisse tomber son acolyte après moult requêtes des militants qui ont suscité la réaction du sommet de l'État. Le MINAT a fait profil bas en acceptant le retour à l'orthodoxie après son acte d'une injustice criante qui faisait de l'honorable Bapo Lipote, secrétaire général, en lieu et place du docteur Pierre Baléguel-Nkot, démocratiquement élu à ce poste. Écrit le journal Afrique Info en kiosque aujourd'hui et le journal de Jelfis qui reparle justement du retour, qui revient sur le décès, bien sûr, le décès du révérend Jean-Émile Vincent Son, pasteur appelé à l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Emmanuel de Macaille, dans le consistoire Ezeka sur le 1 avril. Suite de maladies et le pied de une du journal est consacré à une femme dynamique justement qui se illustre dans l'entrepreneuriat au Cameroun, Madame Olamane Nomo Judith Gaël, justement qui se présente comme une dame entreprenante au Cameroun qui doit être encouragée, un exemple donc pour ces autres femmes justement qui œuvrent et qui suivent les conseils du président de la République qui appelle les jeunes à s'investir justement et à oser. C'est donc une dame qui a osé, écrit le journal Afrique Info en kiosque aujourd'hui et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de jeudi, la revue de presse nationale. Et tout de suite, on met le cap à l'international pour retrouver Patrick Christian Dobo avec qui nous allons dérouler le reste de l'actualité internationale. Bonjour Patrick Christian. Bonjour Michael, bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Une actualité internationale, vous vous imaginez bien, encore dominée, en tout cas du côté de l'Hexagone, encore dominée par les cendres, n'est-ce pas, de ces flammes qui ont consumé une bonne partie de l'édifice de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est avec justement le journal Le Monde que nous allons ouvrir cette actualité à l'international. Le Monde qui met à sa une justement le défi de la reconstruction. Notre-Dame sera reconstruite, en tout cas le vœu du président français tel qu'a annoncé dans son allocution il y a 24 heures est de le faire en 5 ans et nos confrères du côté du Monde étalent déjà quelques pistes qui vont devoir être touchés par rapport à la reconstruction de Notre-Dame. Un défi titanesque, disent nos confrères, qui va devoir certainement mobiliser autant de ressources financières, humaines que matérielles. Et cette actualité-là, effectivement, est aussi à la une
du journal Le Quotidien, La Dépêche, du côté de la France. La Dépêche qui met justement à sa une le milliard déjà quasiment collecté en moins de 48 heures pour la reconstruction de Notre-Dame. Une somme colossale, 1 milliard d'euros, tenez-vous bien, et on n'en est pas à la fin. D'autres dons et d'autres collectes sont annoncés et nos confrères de la Dépêche disent justement que la solidarité semble ne plus avoir de limite autour de cette reconstruction annoncée de Notre-Dame au regard justement de la sympathie qui semble se dégager après ces flammes qui ont consumé justement Notre-Dame de Paris. Et Ouest France, quant à lui, titre en s'interrogeant sur la possibilité de reconstruire effectivement Notre-Dame en 5 ans, tel que annoncé par le président français. Sera-t-il suffisant alors que quelques experts évoquent un minimum d'une dizaine d'années et voire même un peu plus? On se demande bien. En tout cas, nos confrères de Ouest France se demandent si effectivement le vœu du président de la République du côté de la France, Emmanuel Macron, sera un vœu pieux. Et c'est certainement dans cette dynamique que nos confrères du quotidien Libération parlent de cette reconstruction comme un miracle. À la une de Libération ce matin, le miracle va-t-il se produire pour avoir la reconstruction justement de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans? Tout en s'interrogeant sur cette question-là, nos confrères de Libération évoquent aussi le requiem envisagé pour l'ENA, l'école nationale d'administration du côté de la France, qui aurait dû être évoqué dans l'allocution du chef de l'État à ses compatriotes du côté de la France, qui a été repoussé avec quelques fuites qui laissent entendre un certain nombre de réformes que le président de la République du côté de la France devrait annoncer. Et en ligne de ligne, nos confrères décrivent le requiem attendu pour l'ENA. Et on va toujours rester avec cette question liée à ces flammes qui ont consumé l'édifice, une partie de l'édifice du côté de Notre-Dame en France, avec cette fois-ci justement le quotidien Courrier Picard qui lui s'interroge et en grande une sur la générosité qui accompagne justement cette collecte. On parlait en l'instant de près de 1 milliard collecté avec nos confrères de la Dépêche. Eh bien, le Courrier Picardie, lui, s'interroge sur cette générosité avec justement quelques grosses firmes internationales françaises et des donations qui interrogent nos confrères qui, dans cette édition du Courrier Picard, parlent, questionnent et s'interrogent autour de ces montants faramineux qui ne font que ressortir, qui n'ont pas encore cessé d'être donnés autour de cette reconstruction annoncée du courrier, annoncée de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Courrier Picard s'interroge donc et offre quelques pistes d'interpellation ou même de questionnement autour de cette actualité-là. Le Figaro, quant à lui, revient sur ce qui aurait dû être à la une avant cet incendie, justement la crise des Gilets jaunes. En tout cas, après de nombreuses semaines de manifestations, les Français attendaient leur chef de l'État autour de cette communication qui était prévue le soir même de cet incendie qui a touché une bonne partie de l'édifice de la cathédrale Notre-Dame. Et au menu et à la une du Figaro ce matin, les Gilets jaunes semblent être justement une des causes de ce requiem annoncé de l'ENA. L'ENA serait donc au banc des accusés, en tout cas au regard des plaintes, ce qui susciterait, disent nos confrères du Figaro, ce qui susciterait beaucoup d'interrogations dans la classe, dans l'élite actuelle du côté de la France. Est-il opportun de mettre l'ENA au banc des accusés? Va-t-on aller véritablement vers la suppression de l'ENA? En tout cas, la question reste posée et nos confrères estiment donc que la crise des Gilets jaunes semble avoir sonné le glas de l'ENA. Du Gilet jaune à la Croix, on peut évoquer justement une autre question qui, elle aussi, est liée à un certain nombre de revendications des Gilets jaunes. Et la Croix titre justement à la une ce matin la galère des pensions alimentaires qui, elle aussi, a été évoquée notamment au niveau de la politique, n'est-ce pas, de gestion des retraités et même de la prise en charge sur le plan social des Français. La galère des pensions alimentaires est donc au menu aussi de cette allocation avortée ou bien repoussée du chef de l'État français. Et nos confrères du quotidien La Croix ce matin
se penche sur cette question et évoque justement les différentes pistes qui devraient être abordées après le discours attendu cette fois-ci du chef de l'État français. On va revenir sur le continent africain avec l'Algérie, justement le quotidien El Watan, qui évoque à la suite des manifestations qui se sont poursuivies et se poursuivent d'ailleurs même après la chute du président Abdelaziz Bouteflika, les pièges de la contre-révolution. Va-t-on aller justement vers un chamboulement qui n'est pas du goût des populations? En tout cas, nos confrères de El Watan évoquent dans le développement de cette actualité mise en la une aujourd'hui de cette édition, évoquent justement les pièges de cette contre-révolution qui se manifestent à travers un certain nombre de revendications des populations qui estiment jusqu'ici que la révolution semble ne pas tenir la route que ces populations avaient voulu voir cette révolution prendre et donc s'inquiètent de ce que le système serait en train de se réorganiser justement pour faire une contre-révolution qui sera peut-être un peu plus dure à gérer pour les populations que le précédent régime qui a fait l'objet de cette révolution. Et en Algérie, justement, l'expression nous évoque à sa une la question, justement, l'expression nous évoque la question des détournements annoncés. On va plutôt prendre l'Union du côté du Gabon, qui met à la une ce matin un certain nombre d'acteurs politiques, pour la plupart proches du parti au pouvoir, le PDG, qui évoquent justement le refus de la violence dans le contexte sociopolitique, quand même en proie à un certain nombre de difficultés du côté du Gabon. Et donc, ces leaders de formation politique veulent justement que le Gabon s'éloigne des violences, des revendications qui pourraient être fatales justement à la stabilité du pays de ce côté-là. On va quitter de l'Union pour faire un petit détour avec le Phare. Le Phare, ce journal qui nous vient, le pays plutôt, qui nous vient du Tchad, le pays qui met à sa une le MPS, le Mouvement Patriotique pour le Salut, le parti au pouvoir de ce côté, n'aime pas la démocratie. C'est à la suite justement de la mise à l'écart de l'opposant historique Saleh Kelzabo en tant que leader de l'opposition. Justement, le journal Le Pays titre ce matin du côté du Tchad que le parti au pouvoir serait cet engin à la une qui écraserait toute idée ou toute résistance démocratique dans le pays et donc ne serait pas en accord avec justement la démocratie dans le pays de Idriss Déby Itno. On fait un détour du côté de l'Afrique de l'Ouest avec Fraternité Matin du côté d'Abidjan. Fraternité Matin qui évoque aujourd'hui justement dans le sillage de l'actualité la Fraternité Matin, l'Afrique du 21e siècle qui doit être féminine. On se rappelle que la fille et conseillère, n'est-ce pas, du président américain Ivanka Trump, en visite de ce côté-là, a justement rencontré un certain nombre de leaders et même de personnalités féminines et politiques du côté de l'Afrique de l'Ouest pour justement évoquer la nécessité d'avoir des fonds pour assister justement les femmes dans leur idée et émancipation industrielle et économique. On parle de déblocage de beaucoup de milliards de francs CFA dans ce sens. Et justement, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Duncan, qui est à l'image, y était au nom du chef de l'État et a prononcé une allocution qui va dans le sens de la mobilisation des énergies féminines et surtout du soutien de ces énergies féminines en vue de permettre à ces dames-là de participer de manière assez rationnelle et effective au développement de leurs différents pays. On va, avec justement nos confrères du Républicain, évoquer de ce côté-là les questions sécurité, mais surtout cette motion de censure qui, à la fois, est introduite au Parlement du côté du Mali par la majorité au pouvoir et l'opposition. Et cette motion de censure mettrait donc en ligne de mire l'actuel Premier ministre et son gouvernement, Souleymane Maïga, qui serait justement en ligne de mire de cette motion de censure conjointe, à la fois introduite par l'opposition
et la majorité présidentielle qui décrirait donc un certain nombre d'actions de ce gouvernement vis-à-vis des questions à la fois sécuritaires actuellement dans la partie nord du Mali, mais aussi des revendications sociales. Ça chemine donc vers le limogeage du Premier ministre. Tout semble se dessiner dans cette motion, nous disent nos confrères du Républicain du côté et du Mali. Et puis, on sortira par cette actualité justement de RFI, si la réalisation nous le permet, cette triste actualité qui nous vient du Pérou, l'ancien président du Pérou, Alan Garcia, qui donc s'est tiré une balle dans la tête alors qu'il venait être interpellé par des agents de la police à la suite d'une vaste enquête, une investigation de grande ampleur sur les 2 dernières décennies qui mettrait justement dans le viseur des enquêteurs un certain nombre de figures politiques et notamment de chefs d'État autour des questions de corruption avec des structures, des firmes internationales. C'est une triste actualité qui a donc réveillé les Amériques depuis hier et qui aujourd'hui est à la une du traitement que nos confrères de RFI font de l'actualité du côté des Amériques. Voilà donc pour cette actualité, ce tour d'actualité à l'international et même Moukoko pour ce que nous avons pu remarquer ce matin. Patrick Issandobo, bonjour et merci de répondre à l'appel de nombreux téléspectateurs. Il faut dire que nous allons vous garder le temps de prendre une tasse de thé. Il pleut des cordes sur la capitale économique. Je ne sais pas du côté de Yaoundé. En tout cas, merci encore à l'équipe de Yaoundé et J. Saint-Pierre Essonneau qui a ouvert le bal de l'actualité en continu depuis 7 heures. Transition publicitaire et on va évoquer juste une petite question, peut-être pour sortir, bon, en 1 minute, hein, la reconstruction de Notre-Dame de Paris a fait les choux gras de la presse au-delà de nos frontières. Il est clair que ça va toucher pas seulement l'Europe, mais le monde tout entier pour la valeur de ce monument. Mais surtout, on pouvait s'y attendre parce que chaque fois qu'il y a un désastre de cette ampleur, il peut être à la fois considéré soit pour des questions culturelles, soit pour des questions de l'hégémonie du pays d'appartenance, soit aussi pour des fibres simplement sympathiques qui peuvent se dégager au-delà du monde. On pouvait s'attendre à beaucoup de polémiques après que la passion, l'émotion naturelle et humaine se soit dégagée, n'est-ce pas, autour de ces flammes qui ont consumé quand même une bonne partie de cet édifice. Et puis, on a commencé à le voir. La question d'ailleurs, n'est-ce pas, du financement des dons qui, quand même, culminent pratiquement aux milliards d'euros. Ça n'est pas en CFA qu'on compte cela. On s'imagine bien qu'un certain nombre d'interrogations, d'ailleurs vous l'avez vu, même nos confrères de la presse française commencent déjà à s'interroger sur la facilité ou bien sur les montants qui accompagnent justement cette dynamique autour de la reconstruction. L'opportunité, la justification, mais surtout aussi l'incapacité à réagir dans d'autres circonstances qui, pour certains, auraient peut-être suscité un peu plus d'attention. Donc on pouvait s'attendre à ce type d'interrogation et parfois même dans le sillage de ces interrogations, quelques-unes vont même jusqu'à voir justement l'origine d'un certain nombre de fonds. Un certain nombre de pays donateurs qui ont même du mal à s'alimenter, mais qui approvisionnent la construction annoncée de cet édifice. Bon, on peut le justifier sur un certain nombre d'éléments par rapport au regard du patrimoine à l'échelle universelle que représente cet édifice. Oui. L'élan sur le plan peut-être religieux, spirituel, et peut-être aussi la place de la France en tant que pays touristique. Il faut quand même rappeler que sur le plan des visites touristiques, et notamment cette cathédrale, qui accueille pratiquement 13 millions de visiteurs à l'année, est quelque chose qui suscite peut-être un élan un peu plus inimaginable. Ce n'est plus l'affaire que de la France, mais de la France. Mais on peut regarder le défi de cette reconstruction à travers justement la dualité des visions sur cette reconstruction, la nécessité que quelques-uns disent nécessaire, vous me permettez la répétition, par rapport à l'envergure de l'édifice, par rapport au positionnement de la France et par rapport justement à l'enjeu culturel, et d'autres qui estiment qu'il y a peut-être dans le monde mieux à faire avec ce milliard d'euros, qui va certainement encore gonfler parce que les collectes ne sont pas arrêtées avec ce milliard d'euros
que de jeter tous ces fonds-là forcément dans cette reconstruction. Allez, merci à Patrick Christian Dobo. On va simplement se donner rendez-vous demain. Demain, jour férié, demain, jour saint, demain, avec un thème qui forcément touchera encore aux questions de chrétienté. Hein. Tout à fait, tout à fait. Cette semaine, c'est à commencer, c'est vrai, avec cette actualité, somme toute difficile, pour ceux qui le regardent sur le plan spirituel et religieux. Une idée là sur le thème de demain? Ben, écoutez, le regard sur l'actualité. Nous sommes le vendredi saint demain, le Triduum commence aujourd'hui. Peut-être qu'on va regarder la difficulté qu'il y a à concilier nos réalités, habitudes culturelles et les exigences spirituelles, religieuses, qu'il faut le rappeler, ont aussi une assise culturelle occidentale. Voilà. Le défi, justement, le défi de l'intégration et même peut-être le défi de l'inculturation sur le plan religieux et spirituel. Ce sera peut-être notre regard demain. Merci. Un excellent jeudi particulier pour la communauté chrétienne. Et nous allons garder nos téléspectateurs le temps d'une transition publicitaire. On parlera, comme le sort l'a voulu, de cette journée mondiale, au rang desquelles la journée mondiale des monuments et des sites. On peut d'ailleurs classer Notre-Dame de Paris, dont on évoquait la question il y a quelques secondes. Ne bougez pas, je vous reviens.